Welcome back to the program. We are joined today by Joe Bienvenue à nouveau dans l'émission. former director Nous recevons aujourd'hui Joe Kent, l'ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme des États-Unis. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de participer à l'émission. Vous avez récemment démissionné de votre poste de directeur de la lutte antiterroriste en raison de la guerre contre l'Iran. Et je pensais qu'un bon point de départ serait de comprendre pourquoi vous considérez que cette guerre contre l'Iran était une erreur. Why you think the war against Iran was a mistake? Comme je l'ai dit dans ma lettre de démission, je crois que l'Iran ne représentait aucune menace imminente pour nous. C'est-à-dire que l'Iran n'était pas sur le point de nous attaquer. Depuis le retour du président Trump au pouvoir, nous avons observé, et quiconque ayant accès à Internet peut le vérifier, que les Iraniens suivent une échelle d'escalade très calculée. Ils ont empêché leurs supplétifs de nous attaquer, contrairement à ce qui s'est passé sous l'administration Biden. Ils sont restés à la table des négociations avec nous jusqu'à la guerre de 12 jours et l'opération Marteau de minuit. Une fois l'opération Marteau de minuit terminée, et je le précise, pendant la guerre de 12 jours, ils ne nous ont pas attaqués du tout. Une fois que nous les avons attaqués et frappé leurs sites nucléaires, ils ont répliqué en tirant à peu près le même nombre de missiles que nous avions largués de bombes sur un cadran très vide d'une base au Qatar. Puis ils sont immédiatement revenus à la table des négociations. La seule menace imminente, comme l'a dit le secrétaire Rubio, venait des Israéliens. Les Israéliens ont attaqué l'Iran et nous savions que durant cette phase de la guerre, les Iraniens considéreraient cela comme une menace existentielle pour leur régime, que l'objectif était un changement de régime. Et c'est pourquoi ils ont riposté contre nous. Mais encore une fois, toute cette série d'événements n'aurait pas eu lieu si les Israéliens n'avaient pas attaqué. Il n'y avait donc pas de menace imminente. Et je suis également opposé à ce que nous nous engagions dans une nouvelle guerre de changement de régime au Moyen-Orient. Je ne suis pas un partisan du régime iranien. Je comprends qu'il représente une menace terroriste, surtout compte tenu de mon domaine de responsabilité et de ma perspective en tant que directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Cependant, adopter une stratégie de changement de régime qui a échoué en Irak, en Afghanistan, en Syrie et en Libye, pour moi c'était une recette pour le désastre. Mais c'était exactement ce que les Israéliens voulaient. Voir les Israéliens forcer la main de mon gouvernement était quelque chose dont je ne voulais pas faire partie. J'ai aussi de nombreuses raisons personnelles, liées à mon passé dans nos guerres, en Irak, en Syrie, au Yémen et ailleurs. Je ne voulais vraiment plus voir de jeunes Américains perdre la vie dans une guerre inutile au Moyen-Orient. Personnellement, je ne pouvais tout simplement plus en faire partie. How do you explain this to the Israeli Comment expliquez-vous cette influence israélienne? Car on souligne souvent que, même si les intérêts d'Israël et des États-Unis se recoupent, ils ne sont pas exactement les mêmes. En réalité, avec le temps, du moins ces dernières années, leurs intérêts semblent diverger de plus en plus. Pourquoi Israël exerce-t-il aujourd'hui une influence aussi forte sur la prise de décision à Washington? over the decision making in Washington? Honnêtement, je pense que c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Les Israéliens sont très efficaces dans ce qu'ils font. C'est un petit pays, donc ils utilisent une approche très sophistiquée et à plusieurs niveaux pour influencer le gouvernement américain. Leur emprise sur le Congrès, à mon avis, est bien documentée. Ils disposent de comités d'action politique très actifs qui mobilisent des Américains favorables à Israël pour fournir beaucoup d'argent à différents candidats politiques, ce qui leur assure un certain degré d'accès. Nous entretenons également une relation très étroite avec les Israéliens en matière de partage de renseignements.
C'est parce que le Moyen-Orient est un endroit très difficile où opérer et que les Israéliens disposent d'un service de renseignement très compétent. Mais comme nous dépendons beaucoup d'eux pour une grande partie de nos informations, je pense personnellement que nous nous sommes un peu trop rapprochés d'eux. Comme nous ne comprenons pas pleinement une grande partie de ce qui se passe au Moyen-Orient, nous avons tendance à prendre très au sérieux ce qu'ils disent. Presque comme si c'était la seule opinion qui comptait en matière de collecte de renseignements. Mais si vous avez travaillé dans la région pendant un certain temps, comme moi, vous réalisez que les Israéliens utilisent leurs renseignements pour nous influencer autant que pour nous informer. Et ils poursuivent généralement un objectif très différent. Dans cette administration, par exemple, les Israéliens ont fait un travail très efficace pour éliminer la possibilité d'une négociation entre le président Trump et les Iraniens. Or, le président Trump avait toujours affirmé que sa politique consistait à empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Les Iraniens, à leur manière, étaient d'accord avec cela. Le guide suprême, l'ancien guide suprême, avant qu'il ne soit tué, avait émis une fatwa, un décret religieux, interdisant à l'Iran de développer une arme nucléaire. L'Iran était donc essentiellement d'accord. Nous ne voulons pas d'armes nucléaires. Ce que l'Iran voulait, c'était la capacité d'enrichir de l'uranium. Ils voulaient avoir la capacité de produire une arme nucléaire, s'ils le décidaient. En gros, ils ne voulaient pas suivre la voie de Muammar Kadhafi en Libye et dire « Hé, on abandonne tout », ce qui les aurait rendus vulnérables à une guerre de changement de régime. Et ils ne voulaient pas non plus suivre la voie de Saddam Hussein en disant « Hé, on va en développer une », ou en prétendant qu'ils en avaient peut-être une. Leur approche était donc assez pragmatique. Les Israéliens ont perçu cela comme une menace pour leur objectif de changement de régime, car ils se sont dit « Hey, Trump va s'asseoir à la table des négociations avec eux, il va conclure un accord puisque le président Trump se targue d'être un négociateur. » Ce qu'ils ont donc cherché à faire, c'est utiliser leur réseau d'influence à plusieurs niveaux pour déplacer la ligne rouge de pas d'armes nucléaires à pas d'enrichissement. Ainsi, aucun responsable américain n'a dit « pas d'enrichissement » dans cette administration. Dans la précédente, le secrétaire Pompeo avait déclaré que l'Iran ne pouvait pas enrichir, mais il était en réalité le seul à l'avoir dit. Lorsque nous sommes revenus en janvier 2025, les Israéliens ont utilisé leurs canaux officiels, mais aussi leurs relais dans les médias, des sympathisants pro-israéliens dans les médias et dans les cercles de réflexion, pour répéter sans cesse, en substance, que la politique américaine, c'est pas d'enrichissement, ou que enrichissement égale bombe, c'est-à-dire que si l'on peut enrichir de l'uranium, alors on va forcément avoir une bombe nucléaire. Et ils ont fait cela par la répétition. Ils le diffusaient aux informations, et le soir même, ils étaient à la Maison-Blanche pour faire du lobbying sur ces questions, ou bien dans l'une des agences de renseignement à faire la même chose. Et donc, ils ont pu influencer la politique américaine et en gros, convaincre le président Trump que sa nouvelle politique devait être aucun enrichissement. Et maintenant, nous nous retrouvons dans ce bourbier où nous bombardons les installations nucléaires iraniennes, nous leur retirons la capacité d'enrichir, mais ensuite les Israéliens reviennent, comme vous avez entendu Mark Levin le faire à la télévision l'autre soir, et disent « Eh bien, il reste encore un peu d'uranium et nous devons y aller, et en fait, il ne suffit pas de le bombarder, nous devons aller le récupérer physiquement. » Ce qui signifie que nous devons envoyer des troupes au sol, que nous devons contrôler le terrain. Encore une fois, cela nous enferme dans ce bourbier. Et donc, c'est précisément ce que j'appelle le camp pro-israélien, ou plutôt l'écosystème qu'ils ont développé à plusieurs niveaux de notre gouvernement.
Parce que mon impression, d'après l'Iran, était que s'il s'agissait simplement d'avoir plus de transparence autour du programme nucléaire civil, c'est-à-dire qu'il ne développerait pas d'armes, alors un accord pourrait être conclu. Leur frustration venait souvent du fait que la question nucléaire était liée à des sujets comme le soutien à des alliés régionaux ou certaines limitations sur les missiles balistiques ou les drones, et ainsi de suite. Voyez-vous cela comme un effort israélien pour relier la question nucléaire à de nombreux autres sujets, rendant essentiellement impossible la conclusion d'un accord afin de pousser vers la guerre? Oui, les Israéliens étaient très doués pour déplacer la ligne rouge. Ainsi, lorsque le président Trump a défini les négociations de manière très étroite autour de pas d'armes nucléaires, même dans le domaine de l'enrichissement, il y avait une certaine flexibilité avant la guerre de 12 jours et même après. Je veux dire, Stephen Witkoff est aussi un très bon négociateur, et lui et les Iraniens étaient engagés dans de véritables discussions sur le niveau d'enrichissement qui serait autorisé et sur la manière dont il serait contrôlé. C'était donc essentiellement un espace d'échange, le va-et-vient typique qui se produit dans toute négociation saine. Puis les Israéliens intervenaient et disaient « Oh, mais en réalité, ce n'est pas l'enrichissement, ce ne sont pas les armes nucléaires, ce sont les missiles balistiques. Vous ne réalisez pas que ces missiles balistiques peuvent atteindre vos bases. » Eh bien, je veux dire, la plupart de nos bases se trouvaient aux frontières de l'Iran. C'était un peu une évidence. Et ensuite, ils disaient, eh bien, ce ne sont pas ces missiles balistiques-là. Ce sont leurs missiles balistiques de moyenne et de longue portée. Et puis, ce sont leurs proxys, leur soutien aux acteurs régionaux. Mais encore une fois, ce sont des problèmes. J'ai passé une grande partie de ma carrière à combattre les proxys iraniens. Mais l'Iran a montré qu'il pouvait reprendre le contrôle de ses proxys. Et ils l'ont fait quand Trump est revenu au pouvoir. Ils ne respectaient pas l'administration Biden. Ils avaient attaqué nos troupes en Irak et en Syrie. Vous savez, environ 200 fois depuis le 7 octobre. Mais ensuite, quand Trump est revenu au pouvoir, parce que lors de sa première administration, il avait tué Qassem Soleimani, ils se sont dit, d'accord, ouais, ce programme refaisante. Mettons les groupes par procuration sous contrôle, et ils ont montré qu'ils en étaient capables. Donc encore une fois, nous étions dans un espace de négociation sain. Cette idée que l'on entend si souvent de la part des responsables américains, selon laquelle l'Iran ne serait composé que de djihadistes psychopathes, comme s'ils faisaient partie de l'État islamique ou quelque chose du genre, et qu'il serait donc impossible de négocier avec eux, je ne pense pas qu'aucune donnée ne vienne étayer cela. Ils ont montré qu'ils respecteraient l'échelle d'escalade. Et encore une fois, écoutez, je ne suis pas un partisan du régime iranien. Je ne suis pas un partisan des gardiens de la révolution. J'aimerais que le peuple iranien s'en débarrasse. Malheureusement, nous avons fait reculer cet objectif. Je veux dire, il y avait des manifestants dans les rues en janvier, protestant contre les conditions économiques en Iran. Et je pense que cela a en réalité plus de chances d'éliminer ce régime que tout ce qu'un acteur extérieur pourrait faire. Mais au lieu de cela, nous sommes intervenus, et en essayant de renverser le régime par la force, je crois que nous ne l'avons qu'affermi. Et c'était toujours notre prévision, car je pense que cela renvoie à la nature humaine, mais aussi à la culture de la région et à celle des chiites. Nous avons donc agi à l'encontre de notre propre objectif déclaré en étant là-bas. Et maintenant, nous sommes pris dans ce cycle du type « Essayons-nous d'obtenir l'uranium ?» Quel est réellement notre objectif stratégique? Pendant ce temps, les Israéliens continuent d'avancer, car leur but est soit d'éliminer complètement le régime, soit de le maintenir dans un état de guerre chaotique qui l'empêche de lancer des attaques contre Israël.
Vous avez dit plus tôt que les services de renseignement font en quelque sorte deux choses. D'une part, ils peuvent informer, mais ils peuvent aussi promouvoir une politique. Lorsqu'il s'agit de présenter le gouvernement iranien comme étant complètement irrationnel, vous savez, l'idée qu'il s'agit de mollahs fous qui veulent simplement acquérir une arme nucléaire pour faire exploser le monde, est-ce quelque chose que l'on vend au public pour susciter du soutien? Ou pensez-vous que certaines de ces idées sont réellement partagées par les décideurs? Par exemple, à Washington, adhère-t-il à l'idée que l'Iran est aussi irrationnel qu'on pourrait le croire en écoutant les discours d'aujourd'hui et les médias? Parce que je trouvais que ce que vous avez mentionné au début était assez important. Les Iraniens montant et descendant prudemment l'échelle de l'escalade. Tout ça montre plutôt les calculs rationnels d'un État, plutôt qu'une version chiite des talibans. Vous savez, malheureusement, la plupart des décideurs de haut niveau, à moins d'avoir une expérience du Moyen-Orient, doivent gérer un portefeuille si vaste qu'ils n'ont pas le temps d'étudier ces questions en profondeur. Très souvent, ils n'ont pas le temps de mener une analyse approfondie avec un expert qui travaille sur ces sujets depuis des décennies. Cette expertise leur est accessible, et certains en profitent, mais beaucoup n'en ont tout simplement pas le temps. Et encore une fois, c'est là que les Israéliens jouent très habilement une main faible. Ils utilisent leur accès aux hauts responsables, généralement par des canaux politiques, mais aussi à travers des échanges officiels entre gouvernements. Ils vont arriver et d'une certaine manière contourner le processus du renseignement. Si le Mossad ou l'une des autres organisations de renseignement israéliennes veut transmettre des informations à la CIA ou à l'une de nos agences de renseignement, cela passe en réalité par un processus assez rigoureux. Ce n'est pas parfait. Certaines choses passent alors qu'elles sont fausses. Mais cela reste un processus. Et un certain scepticisme y est appliqué. Les Israéliens le savent, ils connaissent les règles du jeu. Alors, leurs hauts responsables viennent rencontrer directement nos hauts responsables. Et en général, ils ne parlent pas de renseignement. Ils disent généralement quelque chose comme « Vous savez, ils sont à 2 semaines d'obtenir une bombe. Et vous ne voulez pas être celui qui sera tenu pour responsable de ces ayatollahs fous, parce que le mot ayatollah sonne déjà fou, n'est-ce pas? Vous ne voulez pas que l'ayatollah obtienne une bombe, parce qu'alors ce sera sur votre conscience. Et ensuite, cela est répété le soir même dans les médias conservateurs, généralement dans ce cas sous l'administration Trump. Mais nous avons aussi vu cela se produire sous des administrations précédentes, dans les médias démocrates également. Ils utilisent donc cette chambre d'écho de manière très efficace. Et c'est aussi ainsi qu'ils contournent le processus de renseignement. Et encore une fois, les Israéliens, simplement parce que beaucoup d'entre eux ont la double nationalité américaine et qu'ils parlent littéralement comme des gens avec qui j'ai déjà été dans la même pièce. J'ai rencontré des Israéliens qui ont étudié à Miami, dans l'Ohio et dans l'État de Washington, d'où je viens. Cela peut donc être très déconcertant, d'une certaine manière. L'une de nos faiblesses, en tant qu'Américains, vis-à-vis des Israéliens, c'est que nous nous sentons trop à l'aise avec eux. Ils sont très doués pour ne pas paraître étrangers, surtout dans une région comme le Moyen-Orient, où tout semble très très étranger. Ils utilisent cette familiarité à leur avantage, et c'est quelque chose face à quoi nous devons vraiment rester sur nos gardes. Just something that we have to really have our guard up for.